Fayol, après, si on cherche autour de l'autorité ce qu'il a pu dire, il dit aussi que l'autorité s'incarne dans les valeurs du chef. Donc pour lui, la meilleure garantie contre les abus d'autorité et les faiblesses d'un grand chef, c'est la valeur personnelle et surtout la haute valeur morale du chef. Donc on voit là encore un autre élément. Dans la façon de voir l'autorité et de voir la façon dont s'incarne l'autorité, pour lui, il y a une unité de commandement qui est nécessaire. S'il y a deux chefs qui exercent une même autorité sur un même homme, un malaise se ressent, nous dit-il. Et il dit, si la cause persiste, le trouble augmente, la maladie apparaît, comme dans un organisme animal gêné par un corps étranger. Donc on voit que cet élément d'unité de commandement fait partie de ce qu'il, pour lui, considère être comme un élément d'autorité. Alors, si on revient à cette notion d'autorité, elle est positionnée par rapport à une autorité supérieure qui est le dirigeant d'entreprise. Et dans un de ses chapitres, le chapitre 9, il montre qu'il y a nécessité d'arrangement dans les situations, c'est-à-dire qu'il définit qu'il y a une hiérarchie et que deux personnes qui sont rattachées à différents éléments hiérarchiques, à différents N plus 1, plus 2, plus 3, eh bien effectivement, pour arriver à fonctionner et à être réactif, eh bien une entreprise va avoir besoin de casser cette ligne hiérarchique pour être plus directe et pour pouvoir permettre une réactivité dans l'entreprise. Donc, ce n'est pas aussi rigide que ça pourrait paraître. Hein. Il a souvent comme ça, Fayol, des éléments où il y a un côté très dogmatique, très directif, très autoritaire, et puis il met des nuances parce que, effectivement, peut-être que son expérience l'a conduit à ça. Alors après, ce qu'il dit aussi, c'est que finalement, un bon chef, c'est celui qui qui va imposer des limites, qui va donner un cadre en imposant le respect de l'autorité et de la discipline. Donc, pour Fayol, il y a un cadre qui régule et les relations entre les chefs et les subordonnés. Et pour finir, je reprendrai l'idée de Fayol qui va lier autorité et responsabilité. Pour lui, donc, on ne conçoit pas l'autorité sans responsabilité. La responsabilité est un corollaire de l'autorité, sa conséquence naturelle, sa contrepartie nécessaire. Partout où une autorité s'exerce, il y a une responsabilité qui prend naissance. Alors finalement, en petite conclusion de cette introduction, je dirais qu'est-ce que l'autorité du manager? Eh bien, selon Fayol, l'autorité du chef, puisque c'est comme ça qu'il l'appelle, le chef, sert à commander et à se faire obéir, et cette autorité s'incarne dans le statut et dans les façons de faire, et donc dans les valeurs du chef. Exercer son autorité, c'est faire preuve d'adaptation, parce que ça va permettre de fluidifier l'organisation, comme je disais, ça va permettre de favoriser l'autonomie, qui est un autre élément qui a été bien développé aussi par Fayol. Incarner l'autorité, c'est représenter la direction de l'entreprise et donc assumer la responsabilité d'être l'autorité pour l'intérêt général. Et là, il y a un autre élément qui se dégage dans la façon d'expliquer l'autorité par Fayol, c'est de dire que finalement, on exerce une autorité non pas pour soi et pour son intérêt particulier, mais en fonction d'un objectif, d'un intérêt général qui est celui de l'entreprise dans laquelle on travaille. Donc, il y a effectivement une autorité qui nous est donnée par l'organisation, par le poste qu'on occupe, mais ce qu'il distingue aussi, c'est l'autorité donc qui va être finalement personnelle, liée à ce qu'il dit, son intelligence, son savoir, son expérience, ses valeurs, le don de commandement, voilà, et ce qu'on va réaliser dans le faire. Hein, c'est aussi ça important. Je ne souhaite pas non plus dire que Fayol avait une vision idéaliste et idéale du management. Hein. On est quand même dans une vision du management très paternaliste hein, aussi. Voilà. Pour faire le lien peut-être avec le management aujourd'hui, finalement, je prends un commentaire qui nous a été laissé sur le portail de la culture scientifique écosciences Loire, qui a été déposé par Paul-Henri Oltra, qui est ingénieur civil des mines, docteur ingénieur, directeur d'un des groupes de Orange et qui est auteur notamment de Chronique managériale, carnet de notes d'un manager passionné. Il nous a laissé ce commentaire que je résume ainsi: mieux vaut être une autorité qu'avoir de l'autorité, et encore pire qu'être autoritaire. Alors voilà, là on va arriver avec autour du même mot différentes approches. Oui, pour rebondir en fait sur le commentaire que tu as lu, Christine, je trouve que c'est un commentaire qui est intéressant puisqu'il permet de...
de distinguer un certain nombre de choses. En particulier de distinguer l'autorité et le pouvoir. Moi, je trouve un test un peu simple pour savoir si on est en train de parler d'autorité ou d'autre chose, c'est toujours de se demander ce que cette personne est en train de me dire, enfin l'influence qu'il est en train d'essayer d'avoir sur moi. Est-ce que je fais ce qu'il me dit, même s'il n'a absolument aucun moyen de me contraindre? C'est-à-dire ni, par exemple, comme la police peut vous obliger à vous arrêter si vous roulez trop vite, ou comme on peut vous sanctionner en vous donnant pas une prime, ou en vous menaçant d'un renvoi, ou au contraire en vous menaçant physiquement, ou quoi que ce soit. Quand on est dans cet ordre-là, on est soit dans l'ordre de la puissance, du rapport de force qui peut être y compris illégal, ou bien alors dans l'ordre du pouvoir qui peut être réglé par la constitution politique d'un État, le règlement intérieur d'une entreprise. C'est quelque chose qui va avec le statut. Quand on a le poste, on a le statut. Mais il ne suffit pas d'avoir le poste, il ne suffit pas d'avoir le statut pour forcément pouvoir avoir une influence sur les gens sans avoir besoin de les contraindre, ou même quand on ne peut pas les contraindre. Les deux sont un petit peu différents. C'est pathologique de manager uniquement dans le rapport de force, par exemple. Donc c'est quand même beaucoup plus simple, si on n'a pas besoin, d'en rappeler toujours à son statut et à son pouvoir de contraindre en permanence. Et donc là-dedans, il y a à mon sens une manière de faire qui est de se baser sur ce que le commentaire que Christine Allume semblait appeler avoir de l'autorité, qui est plutôt de l'ordre du charisme ou de l'autorité naturelle, mais ça peut être dangereux parce qu'on est essentiellement quand même dans le rapport interindividuel et on peut être dans la captation, enfin ça peut être un peu le gourou, hein, pour le dire très vite. Ou bien il y a plutôt le fait d'être capable d'incarner en fait une manière de se rapprocher de ce qui est en quelque sorte un idéal partagé. Par exemple, pourquoi les moines, qui n'étaient pas des gens qui avaient un pouvoir politique énorme, avaient une très grande autorité à une certaine époque du Moyen-Âge, puisqu'on considérait que c'était ceux qui incarnaient le mieux un certain mode de vie, qui faisait référence dans la société, une référence religieuse en l'occurrence. Et il me semble que dans le commentaire qui a été lu là, l'idée d'être une autorité, c'est l'idée d'être une personne avec laquelle c'est plus facile d'atteindre les objectifs qu'on se fixe et qu'on partage, plutôt que si elle n'était pas là. Un facilitateur, quelqu'un qui met de l'huile dans les rouages, qui aide. Typiquement, là, on avait un problème de visio. On a tous, en tout cas, moi je l'ai fait, regardé l'icône de Christine, parce que j'étais persuadé qu'elle réglerait mieux le problème que moi. Mais on n'avait pas discuté statutairement qui est-ce qui prendrait ça en compte avant que ça arrive, et Christine ne nous avait pas dit, vous serez puni si vous ne me laissez pas gérer. Voilà. Vous voyez, c'est la réaction que j'aurais. Une question que je prends, qui nous est posée par Pascal. Quid du management groupe de projet et quid des directions tournantes? Exemple coopérative. Autre chose, il me semble que mes failles de dirigeante favorisent la responsabilisation de chacun. Deux choses rapides. Les directions tournantes ou coopératives, ça peut des fois se heurter à un problème auquel se heurtent aussi beaucoup d'expériences de démocratie participative ou de démocratie directe, c'est que tout le monde n'a pas envie d'exercer ce genre de responsabilité. J'ai un ami qui avait fait des sondages comme ça, une enquête, en disant aux gens, si vous étiez nommé président de la République par tirage au sort, qu'est-ce que vous faites? Et en fait, la majorité des gens disaient, mais je démissionne immédiatement, j'en veux pas. Bon, voilà. Sur les failles qui favorisent la responsabilisation, moi je trouve que faille, il y a l'idée justement de faillite du responsable. Pour moi, plutôt être responsable, c'est être conscient qu'on ne peut pas tout. Donc c'est pas des failles, c'est en renonçant à l'omniscience et à l'omnicontrôle qu'on n'est pas dans la faillite, justement. Voilà. On peut simplement revenir un petit peu à des aspects un peu historiques, comme Nadine en a parlé. Sur Fayolle, bon, je suis bien content qu'on parle de Fayolle, c'est un élève de l'école des mines de Saint-Étienne. Alors, vous avez assez peu prononcé, mais enfin, vous l'avez quand même prononcé le mot ingénieur. Et disons que je voudrais peut-être un peu insister sur le fait que Fayolle était ingénieur, il était même d'ailleurs géologue. Et comme disait Nadine, c'est à la fin de sa vie qu'il a mis un peu en forme son expérience. Mais à mon sens, le fait qu'il soit ingénieur, le fait qu'il soit géologue n'est pas complètement anodin. C'est pas quelque chose qu'on découvre chez un manager. Ah tiens, ce manager était ingénieur. Ah tiens, ce manager était géologue. Comme si on disait tiens, il jouait de l'accordéon. Mais bon, c'est pas important. Enfin, disons pour moi, c'est quand même fondamental cette expérience, cet enracinement du management dans la profession d'ingénieur.
dans la pratique. Et alors d'ailleurs, quand tu parlais, Christine, de Paul-Henri Oltra, effectivement, il a aussi un cursus qu'il a amené, si j'ose dire, par la géologie. Et quand j'ai discuté avec lui, effectivement, il m'a dit toute cette importance d'avoir un enracinement dans une pratique et qui correspond à celle de la mine, évidemment. Henri Fayol était directeur d'une mine et il a compris que pour bien diriger une mine, il faut faire de la géologie. Bon, c'était une première remarque. Alors, une seconde remarque sur l'autorité statutaire. Alors, effectivement, on peut se demander d'où vient l'autorité que j'exerce, qui me l'a donnée. Alors, le statut n'est pas avant, il était de droit divin, mais maintenant, c'est une décision qui est prise. Alors, je voudrais insister. Alors, moi, je n'ai pas une expérience de management dans les entreprises. J'ai une expérience, disons, d'autorité, entre guillemets, plutôt scientifique. C'est-à-dire que je suis moi-même en capacité de juger une thèse, par exemple. J'ai le droit de donner un avis sur une thèse. Est-ce qu'elle vaut d'être soutenue, etc. Et pourquoi j'ai ce droit-là? Parce que moi-même, j'ai une thèse. Et si j'ai une thèse, c'est que d'autres qui avaient aussi une thèse ont jugé que je pouvais accéder à ce niveau-là. Et en fait, vous voyez qu'on est devant une régression sans fin. Disons que qui a pu prononcer sa première thèse, disons, en fait, on est devant un cercle infini de confiance, disons, qui se transmet et qui fait que j'ai reçu d'une certaine façon l'autorité que je peux exercer. Et si je veux me couper de ce cercle, si je veux dire, eh bien, mon autorité, je ne la dois qu'à moi-même, eh bien, je tombe dans l'autoritarisme. Mais cette ouverture à ce cercle infini de confiance, de transmission de l'autorité, c'est un cercle qui ne s'arrête pas, je dirais. Ce que tu dis, ça renvoie exactement, d'ailleurs, à la remarque de Delphine, hein, la légitimité du chef paraît indispensable, légitimité qu'on lui donne en le nommant à ses fonctions et que son équipe lui reconnaît de par ses qualités professionnelles et personnelles. Sinon, ne risque-t-on pas de tomber dans l'autoritarisme? Cette confiance, cette légitimité par l'expérience, par la connaissance, c'est aussi ce que tu nous disais à l'instant. Ça rejoint d'ailleurs ce que disait Nadine en disant Fayol disait il ne faut jamais arrêter de se remettre en cause, enfin, toujours apprendre, etc. Enfin, bon, c'est vrai qu'il faut quand même faire de temps en temps des haltes, mais disons dans le principe, on est toujours dans cette ouverture permanente. Est-ce qu'aujourd'hui, Nadine, en termes de management, de grandes lignes se dessinent de nouvelles théories avec notamment les entreprises très contemporaines, ultra contemporaines, on pense aux GAFAM en particulier, qui annoncent de nouvelles pratiques? Dans les GAFAM, je sais pas, j'ai pas d'éléments plus que ça. Je sais pas s'il est... Il y a un mode d'organisation et un mode d'organisation du travail avec des éléments qui effectivement revoient le temps du travail, qui peut être la nuit, qui revoit les limites entre vie privée et vie professionnelle, où finalement tu peux faire ta pause, tu peux faire aussi un loisir, sur ton lieu de travail. Mais du coup, je sais pas, j'aurais pas d'éléments pour dire est-ce que le management et la notion d'autorité est revue. Par contre, ce que j'ai un peu plus regardé, c'est ce qu'on appelle les entreprises libérées. Donc, Isaac Gates, un enseignant chercheur, ingénieur aussi à la base, qui a mis en exergue, mis en avant cette notion d'entreprise libérée et qui, en fait, voit l'organisation comme une entreprise où finalement les prises de décision se feraient en petits groupes interprofessionnels, on va dire, et non plus décidées en silo par des fonctions qui feraient autorité. On aurait plutôt voilà, une autorité qui serait partagée et qui serait liée à la résolution de problèmes, on va dire. Mais malgré tout, dans ce modèle-là, il reste un chef, il reste le leader libérateur, qui est le chef d'entreprise, qui donne le sens de l'entreprise et qui favorise, qui joue sur les conditions de travail pour permettre cette libération
alors de quoi ça, je suis toujours à la recherche de qu'est-ce que ça libère, mais voilà, qui propose effectivement un autre mode de management et une autre vision de l'entreprise. Après, on a aussi Lalou, avec son entreprise Opale, qui propose finalement d'être dans une vision de l'entreprise qui est assez proche de l'entreprise libérée, moi je trouve, et qui est sur un partage aussi des prises de décision. Donc on est plutôt là-dessus. Voilà. Le deuxième volet justement de la discussion, c'était l'autorité permet-elle le débat dans l'entreprise et puis peut-être plus généralement dans la société, qui fait autorité. Dans l'entreprise, ce type d'entreprise dont tu nous parles, d'entreprise libérée, est-ce qu'elle favorise plus le débat, voire qu'elle le provoque ou pas? Alors oui, enfin si on regarde, après c'est pareil. Ce que dit aussi, enfin le modèle de l'entreprise libérée par exemple, c'est qu'il n'y a pas une entreprise qui va organiser les choses de la même manière derrière, et que c'est des agencements locaux qui vont se faire. Donc c'est ça peut être très différent d'une entreprise à une autre. Mais il y a par exemple à un moment donné, moi j'avais vu des choses sur une entreprise où il avait été question de rediscuter le salaire, et pratiquement au début de la mise en place de l'entreprise libérée. Et ce qu'a dit le dirigeant de l'entreprise, c'est qu'en fait, ça s'est fait au moment où lui avait décidé de partir un an loin pour laisser faire les choses et pour s'enlever du dispositif tout en gardant contact. Et il s'était demandé ce qui allait être fait. Et a priori, donc il y a un système qui a été mis en place et qui a été validé par tout le monde et reconnu aussi par le dirigeant. Donc là, il a bien fallu débattre à un moment donné sur qu'est-ce qu'il faisait, comment on pouvait rémunérer le travail entre de l'individuel et du collectif. Donc, je pense qu'il peut y avoir, ça peut effectivement, cette notion d'autorité partagée. Alors, par contre, ce qu'il faudrait, et ça, j'ai pas les éléments, c'est de voir finalement où s'incarne cette autorité, comment elle s'incarne et qui fait autorité dans les prises de décision. Là, j'aurais pas d'éléments pour répondre là-dessus. Est-ce que ça ne ralentit pas, demande Louise Mabillet, est-ce que ça ne ralentit pas le processus de prise de décision dans ce type d'entreprise? Je sais pas, parce qu'en fait, on est sur de la prise de décision normalement pour de l'amélioration de choses. Donc, je suis pas sûre. Il faudrait observer ça à un moment où il y a un gros changement pour voir si ça ralentit. Parce que normalement, comme c'est en fait des prises de décision liées à de l'amélioration continue, je sais pas. Alors Camille Rollin, tu es auteur d'une thèse sur l'autorité bienveillante dans la modernité démocratique. On va donc quitter l'entreprise, qui est une des composantes de notre monde, évidemment, mais l'autorité bienveillante, comment on peut accoler ces deux termes et qu'est-ce que c'est, comment ça se manifeste, comment se pratique-t-elle? Pour aller au plus rapide, parce que c'est un sujet sur lequel je peux être long, il ne faut pas. En fait, ça part déjà par prendre acte du fait que l'autorité peut plus s'exercer comme elle s'est immémoriellement exercée dans les sociétés traditionnelles. Comment ça marche? Rapidement. Il y a un principe de légitimité qui est clair, qui est en général d'origine religieuse, que ce soit une religion révélée ou pas. Ça peut être le droit divin, on va dire, ou la religion romaine, ou quoi que ce soit. Et on diffracte de ce principe-là un système de hiérarchie sociale claire, où chacun a sa place, pense aux castes indiennes par exemple, un primat du passé et du groupe sur le présent et sur l'individu, donc ce qu'on appelle le traditionnalisme et le holisme, et l'idée, ma foi, que c'est sur ces bases-là que la société va fonctionner. Et donc, par exemple, l'autorité d'un sénateur romain, elle rentre parfaitement dans ce cadre, et elle est en général assez articulée avec tout ce qui est aussi de l'ordre du pouvoir. Il a à la fois de l'autorité au sens plus symbolique, mais aussi les différents pouvoirs politiques, économiques, sociaux, ces éléments. L'idée, c'est que dans la modernité démocratique, ce type d'autorité contre lequel combattent exemplairement les Lumières n'est plus possible, et qu'il y a un nouveau principe de légitimité pour dire au plus simple les droits de l'homme. C'est-à-dire l'idée que chaque personne doit être respectée, qu'elle a une dignité, qu'il y a d'égales libertés, et donc il faut organiser la société sur cette base-là. Par exemple, au niveau politique, le suffrage universel, la démocratie représentative, ce genre de choses. Et à partir de ce moment-là, pour que l'autorité soit reconnue comme légitime, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'en fait, ça dépend du fait que les individus la reconnaissent ou pas comme légitime.
On peut admettre tout à fait que le pouvoir de quelqu'un est légal, mais ne pas trouver qu'il est légitime. Ou reconnaître l'autorité de quelqu'un qui n'a pas de pouvoir. Je connais plein de gens qui trouvent, par exemple, que Greta Thunberg est plus légitime sur les questions environnementales que le ministre de l'écologie, alors qu'elle n'a aucun pouvoir et qu'elle ne fait pas partie du système politique français. Voilà. Mais en tant qu'individu, quand ils sont sur Twitter, quand ils sont sur Facebook, pour eux, Greta Thunberg est plus légitime. Et l'idée de l'autorité bienveillante, c'est de dire, mais en fait, comment ça va marcher? Un individu à qui on dit, bon voilà, le principe de légitimité auquel on va se référer, c'est les libertés individuelles, les droits de chacun. Il y a plein d'autres choses, il y a la vie économique, le pouvoir, les règlements intérieurs, tout, mais pour ce qui est de l'ordre de la légitimité, on est là-dessus. Qu'est-ce qui fait qu'il va reconnaître la légitimité d'une autorité? Et l'hypothèse que je fais, c'est qu'il reconnaît la légitimité de cette autorité si en fait c'est une autorité qui l'aide à être autonome. Aujourd'hui, on nous demande tous d'être autonomes, c'est dur, et c'est quand c'est vu comme une aide plutôt que comme un obstacle que ça va être reconnu. Donc ça peut être l'aide pour réaliser une tâche dans l'entreprise, pour comprendre quelque chose, une autorité intellectuelle. Moi, je sais que des gens, quand ils m'expliquent les choses, j'ai pas envie de les contredire parce qu'ils m'aident vraiment beaucoup à comprendre. Ça peut être dans l'enseignement. Ça peut être une personne avec qui on a l'impression qu'on comprend mieux où on va au niveau politique. J'écoutais à la radio il y a 3 heures des gens qui disaient le nouveau Premier ministre n'a pas la même autorité et la même légitimité que le précédent, alors qu'ils ont exactement les mêmes pouvoirs, c'est la même constitution, ils ont à peu près le même âge, ils ont la même formation, ils sont aussi compétents l'un que l'autre a priori. Bon, voilà. Pour autant, pas la même légitimité. Donc l'idée de cette autorité bienveillante, c'est de dire, c'est au fond, si on a l'impression que la personne se soucie concrètement de nous aider à être autonome, et voit à peu près comment elle peut faire, qu'on va lui reconnaître une autorité. Et que sinon, on peut toujours se soumettre à son pouvoir, surtout si on n'a pas le choix, mais on va rentrer dans tout un jeu compliqué qui est j'ai pas le droit, je prends le gauche, je suis l'esprit mais pas la lettre, je suis la lettre mais pas l'esprit, qui, par définition, ont souvent des déperditions d'énergie et des situations conflictuelles. Est-ce que ça veut dire que pour faire preuve d'autorité bienveillante, il faut accepter de perdre quelque part un peu de pouvoir en rendant les autres autonomes, plus forts et quelque part plus indépendants, et que c'est ça qui nourrit une vraie légitimité? Alors, complètement, c'est-à-dire que ce que je dis souvent, c'est qu'il faut passer d'une posture de commandement à une posture de service, au plan de l'autorité. L'autorité, c'était longtemps vu comme une posture de commandement aux deux sens du terme. On commande au sens, on passe une commande, on dit un bon salarié, c'est ça, un bon citoyen, c'est ça, un bon enfant, c'est ça. Voilà. Et on donne des ordres. Pour moi, la posture d'autorité bienveillante, elle est davantage une posture de service qui est de dire, écoute, on est dans la même on est dans une situation où il y a un truc à faire. Je suis là pour t'éviter plus de problèmes que je vais t'en créer, en attendant que tu n'aies plus besoin de moi. C'est à peu près ma définition de la posture pédagogique que je donne dans mes cours de philosophie de l'éducation. Et donc, l'idée qu'avec moi, ça va être plus facile d'aller où tu dois aller. Tu peux devoir y aller pour tes intérêts personnels, pour tes goûts personnels, apprendre le violon, apprendre le piano, ou pouvoir ou un règlement d'intérieur d'entreprise fait que tu dois y aller, mais avec moi, ça va être plus facile. Alors, cette approche est évidemment séduisante, très, très argumentée, mais concrètement, à part peut-être justement dans l'éducation de l'enfant, où il s'agit effectivement de transmission, de le faire grandir, et mieux que soi, est-ce que cette approche-là, elle prend certains ancrages dans la réalité? À mon sens, oui, et justement, c'est ça qui est intéressant pour moi, c'est qu'en fait, pour moi, la posture d'autorité, c'est démocratisé au sens où tout le monde, d'une certaine manière, peut l'exercer et concrètement l'exerce dans des toutes petites choses de la vie. Je pense simplement aux relations informelles. Moi, je sais que j'ai appris énormément de gens qui n'ont aucun pouvoir, aucun statut, qui étaient simplement des amis, mais où je savais qu'ils étaient bons dans certains domaines ou qu'ils étaient particulièrement patients dans certains domaines ou quoi que ce soit. Et ils m'ont appris que ce soit à faire de l'escalade, à monter un mur, à avoir confiance en moi dans telle ou telle chose, énormément. Dans l'éducation, tout à fait, mais pas seulement. Encore une fois, dans les relations amicales, dans les relations associatives. Diriger des bénévoles, on ne va pas les menacer de les virer. Enfin, voilà, il y a une dimension. Je pense que la vie associative joue énormément là-dessus. Que beaucoup de nouvelles formes de mobilisation de tous ordres, de mobilisation citoyenne très vite, qui ne sont pas dans des cadres rigides comme ont pu être longtemps les partis politiques ou des syndicats, mais qui sont des trucs plus qui vont agrégés, que ce soit sur les réseaux sociaux ou entre voisins ou entre quoi que ce soit, où ce type de posture d'autorité de gens qui n'ont aucun pouvoir, aucun statut, joue énormément. Et que même, je suis tenté de penser, dans beaucoup de situations qui peuvent apparaître plus rigides, qui marchent bien,
je pense que très souvent, quand ça marche bien, ça marche comme ça. Oui, je voulais rediscuter avec Camille de cette question d'autonomie, parce que là, tu supposes que l'autonomie, c'est une sorte de but en soi, d'idéal à atteindre. Ce sera merveilleux quand on n'aura plus besoin de personne. C'est ce que tu as dit d'ailleurs, plus besoin de personne. C'est ça l'autonomie. Et disons que alors moi, là encore, je manque vraiment de culture parce que cette autonomie, on dit que c'est constitutif de la modernité, etc. Il y a eu des énormes quantités d'écrits là-dessus. Et je reconnais que j'ai un peu de mal avec ce mot-là. Peut-être que tu peux m'expliquer. Et disons qu'aujourd'hui, si je vois des conflits possibles avec l'autorité qui ne seraient plus acceptés, etc., c'est parce qu'on garde ce désir d'autonomie, cet idéal d'autonomie, on le garde sans vouloir le toucher. Alors, comment tu te situes par rapport à ça? Alors, très rapidement, hein, j'ai parlé trop vite et je m'en excuse, mais l'autonomie est vraiment à distinguer de l'indépendance. Hein. L'indépendance, c'est le fait d'avoir besoin de personne. L'autonomie, c'est, comment dire, au plus simple, c'est la capacité de se diriger soi-même dans le monde, au plus simple. Mais se diriger soi-même avec des ressources, en relation avec d'autres gens, avec à la fois de la raison et des désirs, des peurs, des joies, des vulnérabilités, et d'être capable, en fait, d'avoir des cartes en main et de voir à peu près comment on va les jouer. Mais on a toujours besoin des autres. Aucun médecin ne va s'opérer lui-même à cœur ouvert. Moi, je suis incapable de réparer ma voiture moi-même, par exemple. On est en permanence dans la dépendance, notamment des compétences des autres. Mais malgré tout, c'est de se dire, choisir le type de vie qu'on veut mener. Essayer de mettre en ligne des moyens qui vont nous permettre d'aller plutôt vers tel type de vie ou plutôt vers tel autre type de vie. Choisir un certain nombre de choses vers lesquelles on va pouvoir au moins essayer de tendre et surtout être capable de s'approprier les ressources qu'offre un contexte pour être autonome. Je me demande si aujourd'hui les gens confondent, moi peut-être qu'un peu comme moi, d'ailleurs je confondais peut-être un peu autonomie et indépendance, mais bon. Ah oui. Et je voulais rebondir sur cette histoire-là parce que la notion d'autonomie est quelque chose qui est très, très utilisé dans l'entreprise et qui a été peut-être même, poussé en disant que vous devez être autonome, les gens doivent être autonomes, les équipes autonomes. Alors que si on revient finalement à cette idée-là que tu viens de la définir, Camille, je trouve que c'est intéressant et ça revient et ça repositionne le manager qui finalement est là pour accompagner, qui est là pour effectivement, comme tu as dit, la posture de service, apporter quelque chose pour faciliter les choses. Et c'est ça qui est parfois difficile pour certains managers. Quand on reste dans une vision, quand Christine, tu disais où en sont les entreprises, la difficulté, c'est que entre les pratiques de management assez archaïques et assez prônées comme prônant un peu une autorité formelle, eh bien, il peut être difficile d'arriver à être dans cette autorité bienveillante dont parlait Camille. Donc, je trouve que même dans le management, ça c'est pas que dans la relation d'accompagnement, d'apprentissage que ça a du sens. Hein. Et je trouve que ça, je sais pas, Bernard, ça m'a fait penser à l'accompagnement qu'on peut avoir avec des doctorants, avec des étudiants aussi, hein, cette notion d'autorité bienveillante. Pour répondre à la question de Christine, c'est pas que pour l'enfant. Je pense pas qu'on soit effectivement dans une définition qui s'adresserait qu'à un éducateur, qu'à quelqu'un, qu'à une personne qui serait dans un accompagnement d'enfants. Voilà ce que je voulais rajouter par rapport à ça. Alors, parmi les réactions, je vois Delphine qui écrit la situation actuelle de la Convention climatique, 150 citoyens à qui on a donné une légitimité pour faire des propositions qui peuvent faire autorité si et seulement si les politiques s'en ressaisissent. Sinon, si le pouvoir en place ne s'en saisit pas, elles perdent de leur poids, d'où la fragilité du pouvoir démocratique. Très brièvement, hein, on ne donne jamais une légitimité. On ne peut pas plus donner une légitimité par volontarisme que forcer quelqu'un à tomber amoureux. La légitimité, c'est quelque chose qui se reconnaît ou pas, mais on ne peut jamais donner une légitimité. On peut mettre dans une position où on espère qu'on va reconnaître la légitimité des gens. Mais quelqu'un qui estime que les gens qui ont été tirés au sort, c'est pas juste parce que ça aurait dû être lui, il peut reconnaître qu'ils ont été tirés au sort, il va pas les agresser, mais il n'en reconnaîtra pas forcément de légitimité. Dans ce cas-là, ce qui me semble compliqué,
là c'est une hypothèse complète, il me semble que le pouvoir démocratique, pour rebondir sur la dernière phrase, s'est légitimé après 1945 en trouvant au fond une réponse à une critique qui avait été celle de la démocratie représentative depuis longtemps, de différents courants. C'était la critique d'être trop formel. C'est-à-dire, vous nous donnez les droits, mais la plupart des gens n'ont pas les moyens de les exercer. Le pouvoir politique s'est beaucoup légitimé avec la croissance économique, l'état social, un grand nombre de choses, en donnant concrètement aux gens les moyens d'exercer certaines de leurs libertés. Et il y a dans beaucoup des propositions des 150 citoyens en question, je pense que beaucoup de gens perçoivent qu'ils risquent de perdre des possibilités, du confort, des choses comme ça. Et du coup, il y a une percussion avec ce qu'a été la légitimité du pouvoir politique depuis une 70aine d'années. C'est, ma foi, on va progresser vers plus de liberté concrète. Et là, c'est une interprétation complète. D'autres réactions au propos de Camille? Sinon, on va arriver au dernier volet finalement de notre rencontre. Hein. Le temps passe vite, c'est un petit peu la règle du jeu. À travers ce que vous avez dit et puis ce qu'on entend beaucoup, hein, je vois Delphine qui parle de la fragilité du pouvoir démocratique. On parle aussi de crise de l'autorité. Est-ce que cette crise de l'autorité, elle vous semble plus aiguë déjà aujourd'hui? Et puis enfin, on se posera la question de peut-on vivre sans autorité? Moi, je dirais que la crise de l'autorité, c'est la crise de l'autorité formelle, c'est-à-dire effectivement celle qui est imposée et où tout, comme disait Camille, la légitimité, on ne le reconnaît pas de légitimité. Et voilà, moi je dirais que c'est un peu cette crise-là de l'autorité et qu'effectivement, on va, et d'où Greta finalement, qui va faire l'autorité. Voilà. Donc elle, il n'y a pas de crise par rapport à son autorité là. Donc je dirais que les cartes sont un peu rebattues et qu'on est peut-être actuellement dans une remise en question de l'autorité formelle. Je dirais ça. Enfin, moi, disons que je pense qu'on a besoin d'une clarification de ce mot autonomie, de ce mot dépendance, de ce mot indépendance aujourd'hui. Enfin, moi, je le ressens. Disons que mettre en valeur nos dépendances à autrui, peut-être que ce serait important aujourd'hui. Alors, quel que soit le nom qu'on va leur donner, et pour peut-être restaurer certaines confiances, par rapport aux autres, et d'une certaine façon revoir la notion d'autorité ensuite. Mais enfin voilà, c'est un peu ce que j'avais envie de dire. Peut-être que j'ai pas assez réfléchi sur ce mot autonomie, mais j'ai l'impression que ce serait important qu'aujourd'hui on y réfléchisse davantage. Alors sinon, sur les problèmes de débat ou pas débat par rapport à l'autorité, on a un petit peu abordé cette question tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a des situations où peut-être que l'autorité bienveillante dont parlait Camille, on a l'impression qu'elle ne peut pas s'exercer. Je veux dire que si moi j'ai un petit enfant qui veut courir tout seul dans la rue, je lui prends la main sans négocier. Et donc, d'une certaine façon, je le violente. Mais disons que le débat, à ce moment-là, je le vois sur le très long terme. C'est-à-dire que j'aurai d'autres occasions de lui parler. Je ne ferme pas du tout le débat à long terme, disons, mais je me dis que il faudra que je continue à discuter, à lui expliquer des choses. Mais c'est vrai que momentanément, on peut dire, il n'y a pas de débat, c'est moi qui ai l'autorité. De même, lorsqu'il y a des gens qui veulent me demander s'ils veulent me faire dire à tout prix que la pierre qui m'apporte, c'est une météorite, je dis non, je suis désolé, ce n'est pas une météorite. Ils auraient bien aimé m'utiliser pour ça. Mais alors, ensuite, certains d'entre eux entrent dans le débat et je peux discuter avec eux sur le long terme et d'autres le refusent à l'avance. Enfin voilà, bon. Donc il y a différentes situations. Voilà qui nous amène donc à la toute fin, c'est-à-dire est-ce que si on tire le fil de cette autonomie, est-ce qu'on arrive dans quelque chose qui n'est plus de l'autorité mais qui est de la collaboration, où chacun amène ses compétences? Est-ce que donc, in fine, vivre sans autorité est quelque chose qui est imaginable, entendable, qui peut être effectif? Est-ce qu'on est programmé pour ça? Moi, enfin, rapidement, hein, si je peux rebondir là-dessus, pour moi, au contraire, on va arriver à... Enfin, pendant très longtemps, l'autorité, le pouvoir, la puissance, un certain nombre de choses ont été trop mélangées pour qu'on puisse toujours bien savoir ce qu'était de l'ordre de l'autorité ou pas. On parlait de Fayolle qui écrit en 1916, quand un général disait de monter à l'assaut en 1916, savoir quelle était la part de l'autorité qu'on lui reconnaissait et du fait qu'on était pris dans une discipline militaire qui faisait qu'on n'avait pas le choix, c'est compliqué de faire la part.
mon avis, c'est au contraire qu'il y a de plus en plus d'autorité, mais une nouvelle forme d'autorité, qu'elle est de plus en plus distincte du pouvoir, donc que c'est de plus en plus intéressant pour essayer de la saisir. Et que moi, j'ai défini volontiers l'autorité comme en fait des propositions de médiation. Je propose des médiations aux gens, un tas de domaines. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de totalement constitutif de l'espèce humaine, sauf qu'au lieu qu'il y ait une forme de monopole des médiations pris en charge par certaines institutions ou certaines idéologies ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus pulvérisé, beaucoup plus pluriel. Mais pour moi, on est au contraire dans une situation où il n'y a jamais eu autant d'autorité, mais d'une nouvelle forme. En psychologie, on considère que l'autorité, c'est quand même un des éléments structurants parce que et qui est nécessaire pour la personnalité et pour donc les individus, dans le sens que c'est ce qui va donner des règles et des limites. Donc quelque part dire que on est capable de vivre sans autorité, ça paraît difficile si on part de ce point de vue-là de la psychologie. Et je rejoins Camille sur ce qu'il a dit dans une autre vision plus sociétale de l'autorité, qui serait de dire finalement, peut-être que l'autorité est en train de se retravailler et de se rediscuter, et que, mais en même temps, je suis pas sûre que ce soit si nouveau que ça. Parce que je sais pas moi, la logique des communautés, la logique de participer à des groupes sociaux qui nous conviennent finalement et qui font autorité pour nous, c'est des choses qui c'est pas nouveau non plus, quoi. Par contre, c'est peut-être ce qui est nouveau, c'est peut-être dans les dispositifs politiques et dans ce que l'on en perçoit actuellement. Voilà. Alors, ce que tu dis, Nadine, résonne avec la question posée par David Farah. Cette crise de l'autorité est-elle liée à la difficulté à accepter des décisions ne faisant pas consensus, une notion sans doute impossible à atteindre, c'est-à-dire la difficulté quand on est confronté, quand on se confronte à une opinion évidemment divergente. Je sais pas, moi j'ai un peu l'impression qu'actuellement, dans la société, on veut toujours le consensus, on veut toujours... Enfin, quelque part, on n'accepte plus qu'il y ait une décision qui soit prise. Alors je dis pas que n'importe quelle décision est bonne, est valable et tout ça, mais j'ai un peu l'impression que parfois, on a du mal avec cette autorité-là qui décide et qui tranche. Je dis pas qu'on n'avait pas forcément du mal avant, mais en tout cas, on cherche plus le consensus maintenant, on est plus dans cette logique-là. Alors, est-ce une avancée? Ben, peut-être, je sais pas. Voilà. Donc, c'est pas très clair ma réponse, mais parce que je sais pas. Est-ce que c'est une difficulté à accepter les décisions ne faisant pas consensus? Ouais, peut-être. Pour rebondir sur cette notion de consensus, je trouve un auteur qui a proposé, célèbre, qui a proposé une réflexion très intéressante là-dessus, c'est John Rawls, quand il parle des consensus par recoupement. C'est-à-dire l'idée de Rawls, c'est que on peut se mettre d'accord sur le fait qu'on ne sera pas d'accord, et donc qu'on a tous intérêt à ce qu'il y ait un ensemble de dispositifs politiques, sociaux qui permettent à ce qu'il appelle les différentes doctrines raisonnables, c'est-à-dire les doctrines qui respectent la liberté des autres, qui respectent un certain nombre de contraintes, que ce soit par la loi, ou voilà, qui permettent le maintien de ces choses-là. Et moi, je serais pas, enfin, je nuancerais ce qui a pu être dit là. C'est-à-dire, je pense qu'actuellement, il y a sans doute un plus grand consensus, à mon avis, un plus grand consensus que jamais sur quelque chose comme les valeurs de référence. Je pense que la société est beaucoup moins clivée dans les visions de la société qu'elle pouvait l'être dans l'entre-deux-guerres ou dans l'immédiate après-guerre, où il y a en gros un certain nombre de choses, en particulier en France, qui font un relatif consensus. Après, on discute sur la manière de les mettre en œuvre, mais la démocratie libérale, l'État social, la visée d'une certaine égalité, enfin voilà. Mais qu'il y a une extraordinaire bigarrure des jugements qu'on peut tirer à partir du consensus de base. C'est-à-dire, on est tous d'accord pour dire j'ai des droits et les autres en ont aussi, mais sur ce qu'on veut faire de ces droits, on n'est pas d'accord. On est tous d'accord sur le fait de dire il faut une puissance publique, mais alors savoir si elle doit plutôt s'occuper de tel secteur ou de tel secteur et faire telle réforme ou telle réforme, là, on n'est pas d'accord. Mais il y a quand même une pacification démocratique par rapport à ce que pouvait être le monde de la guerre froide, enfin, pour le dire très vite. Donc, je pense qu'il y a quand même il y a matière à un consensus si on radicalise pas, dirons-nous, le narcissisme des petites différences. C'est-à-dire, si effectivement on en est à plus être d'accord sur patinette ou trottinette ou pain au chocolat ou chocolatine, c'est pas très grave. Voilà. Il y a une dimension.
Alors pour terminer, avant de conclure, une remarque de Gabriel Martins Lopez qui nous dit peut-être que notre société moderne pourrait apprendre des sociétés anciennes. Et il cite en exemple certaines sociétés indigènes d'Amérique du Sud qui vivent depuis des millénaires en équilibre, avec des notions d'autorité à travers les capacités et expériences de chacun, et où la figure d'autorité devient finalement celle du conseilleur. Ce qui est compliqué dans les exemples des sociétés qu'ils donnent, c'est que, par exemple, quelqu'un comme Pierre Clastre, qui a fait des études d'anthropologie sur ces sociétés-là, montre bien que cet équilibre marche parce que ce sont des sociétés contre l'État. C'est-à-dire qui empêchent l'émergence d'un pouvoir identifié comme pouvoir institutionnel en tant que tel. Le grand parler du chef, qui est parole d'autorité, ne fait que rappeler la tradition et n'a pas vocation à innover. Et s'il se mêle d'innover ou de prendre des décisions personnelles, il est mis à mort. Donc, c'est un mode d'organisation qui ressort bien dans les études de classe et qui est assez éloigné de la situation qui nous est faite. Est-ce que vous pensez que les nouvelles générations, par justement leur remise en question d'un certain nombre de choses, peuvent, en termes d'autorité, avoir d'autres lectures, voire d'autres pratiques? Est-ce que c'est juste un phénomène de jeunesse qui fait qu'on remet à plat et puis qu'après, finalement, les choses reviennent comme elles l'ont toujours été? Nadine, tu travailles avec des étudiants. Est-ce que ces éléments-là sont questionnés? Est-ce que les plus jeunes ont envie que la donne change? Par rapport aux étudiants, je trouve qu'il y a un peu des éléments un peu contradictoires, c'est-à-dire effectivement, on a certains qui vont être très dans la volonté de changer les choses, et notamment à partir de la notion de climat, enfin sur des choses très globales, donc finalement. Mais dans les cours en management, j'ai pas vu un vrai changement et un vrai virage vers la disposition à aller vers un autre type de management. C'est assez encore, ça reste encore assez varié, avec une vision assez traditionnelle finalement. Ils arrivent avec une vision assez traditionnelle du management, et voilà. Alors après, peut-être qu'il y a des choses qui se jouent, mais c'est pour l'instant, on va dire, un signal assez faible. Est-ce qu'il faut finalement éprouver l'autorité pour pouvoir l'expérimenter et donc se situer aussi par rapport à ça? Alors, je sais pas. Non, je pourrais pas répondre là. Bernard? Non, moi je voulais juste dire qu'effectivement les nouvelles générations arrivent dans un monde où, je dirais, la rationalité n'a pas tout à fait le même fonctionnement que celle que nous avons connue il y a 40 ou 50 ans. On pensait qu'il y avait une vérité peut-être difficile à trouver, mais qui existait quelque part, qu'on allait pouvoir construire une connaissance en adéquation avec la réalité, trouver des mots qui sont en bonne adéquation. Et maintenant, disons, quand on réfléchit au fonctionnement de la rationalité, on voit qu'on n'a pas une façon unique de parler de la réalité, qu'on n'a jamais fini de changer nos façons d'en parler, etc. Donc, on est effectivement devant un monde plus labile, dont les expressions de notre connaissance du monde sont plus fragiles. Voilà, c'est ça la difficulté que les jeunes aujourd'hui vont avoir, que nous, on n'a peut-être pas eu. Mais avec la richesse, effectivement, de demander des remises en cause, des dialogues permanents, etc. De recherche des points de vue méta, je dirais, au sens de la complexité d'Edgar Morin. Enfin, voilà. Camille, peut-être, et ce sera pour conclure, tu interviens aussi auprès de jeunes étudiants, leur approche par rapport, tu leur enseignes par rapport à l'autorité et peut-être par rapport à la façon dont ils peuvent l'approcher, la pratiquer dans leurs investissements éventuellement associatifs ou autres. Oui, alors la première chose que j'ai eu l'occasion d'éprouver avec mes étudiants, c'est que, je veux dire, si je m'aventure, je le fais pas beaucoup, à sortir du type de position d'autorité que j'avais décrit, ça passe plus du tout avec eux. Donc c'est vraiment, pour le coup, je dis pas que ça marche tout le temps, mais en tout cas, c'est la condition sine qua non avec eux, enfin avec mes étudiants de master, pour me donner une chance que ça marche. Donc il y a ça. Et eux aussi sont beaucoup dans l'idée, je dirais peut-être même des fois excessivement, ils sont quand même dans la hantise d'être autoritaires.
C'est-à-dire, une des choses que j'ai beaucoup de mal à leur expliquer, c'est que tous les pouvoirs ne sont pas illégitimes. Je reprends l'exemple de Bernard tout à l'heure. Prendre par la main un enfant qui va se faire écraser par une voiture, c'est un exercice tout à fait légitime du pouvoir parental. Si on le laisse se faire écraser, c'est un défaut de surveillance. Par contre, si on le bat parce qu'il a couru, c'est de l'autoritarisme. Mais prendre par la main c'est un pouvoir tout à fait légitime. Et eux, ils sont quand même plutôt dans l'idée, voilà, ils ont toujours peur d'être autoritaires. Ils sont très soucieux d'être bienveillants sans forcément toujours voir pratiquement comment ils vont faire. Et ils sont très soucieux de ne pas être autoritaires. Enfin, c'est vraiment leur hantise, je dirais, c'est le point numéro 1 dans ceux qu'ils tiennent vraiment à s'éloigner de ça. En tout cas, dans le discours. Moi, je ne suis pas avec eux au quotidien. Pour conclure, je vais vous lire ce que vient de nous écrire Raphaël, parce que c'est le joli mot de la fin. Concernant les plus jeunes, j'ai regardé un bout de la discussion avec ma fille, alors sans révéler tout, mais enfin, il faut savoir que la fille de Raphaël va avoir 5 ans. En lui demandant si elle comprenait la discussion, elle a répondu « Pas vraiment, mais c'est vrai que si je traverse, heureusement que tu es là pour me dire attention, car souvent je pense à autre chose. » Et Raphaël de conclure, je dois donc incarner cette autorité bienveillante. Mais je crois que c'est tout à fait ça. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos commentaires, pour votre présence déjà. Ça nous fait plaisir de vous proposer ces temps de rencontre et puis de voir que vous êtes là, que vous répondez présent. Et puis un grand merci à Bernard, bien sûr, Camille, et puis à Nadine, qui eh bien, a accepté de venir partager un tout petit bout de ses connaissances avec nous sur le management et donc aussi sur la question d'autorité. Voilà, merci à tous. On se reverra certainement l'année prochaine. Donc, passez des fêtes les meilleures qui soient, les meilleures possibles. Et surtout, restez bien prudents. Prenez soin de vous. Merci à tous. À bientôt. Salut.